Objectif 2050 vous est présenté par Atoms. Imaginez, transformez et créez le monde du travail de demain. « 9,7 milliards, c'est le nombre d'habitants sur notre planète en 2050. En seulement 2 siècles, la population mondiale a été multipliée par 8, nous confrontons à un défi sans précédent. Comment imaginer les civilisations du futur dans de nouvelles villes intelligentes et respectueuses de l'environnement? Comment aménager nos côtes maritimes de manière responsable pour y créer de véritables cités flottantes? Dans ce deuxième numéro d'Objectif 2050, nous parlerons des Smart Cities, des villes sur l'eau, et nous allons explorer les efforts déployés par les plus grands ingénieurs pour réinventer nos cités historiques face au réchauffement climatique. 2050, ce n'est pas demain, c'est tout de suite. « 9,7 milliards, c'est le nombre d'habitants sur notre planète en 2050. Alors à quoi ressembleront nos villes, à quoi ressembleront nos civilisations? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec des invités de taille. J'invite Laurence Vanin, experte en Smart Cities et philosophe, Arthur Aubeuf, cofondateur de Team for Planet, Céline Coulange, présidente directrice générale et chef de projet immobilier, et avec nous en duplex à Marseille, Kevin Polizzi, fondateur d'Unitel Group et actionnaire du campus The Camp. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux d'Objectif 2050 pour parler de notre avenir. Aujourd'hui, on va évoquer des sujets très importants pour notre humanité, notre civilisation. On va parler des Smart Cities dans cette première partie d'émission, de ces villes intelligentes à la fois d'un point de vue technologique mais aussi éco-responsable. Alors Laurence Vanin, je le rappelle, vous êtes experte en Smart Cities et philosophe, mais surtout, à quoi ressembleront nos villes en 2050 ? Je pense que nos villes seront tout simplement le développement des smart cities actuelles, sauf qu'on envisagera d'y ajouter des thématiques liées à la ville régénérative, durable, et qui peut d'une certaine manière recycler ce qu'elle est pour pouvoir être en plus optimale. Et en même temps, elle ne pourra pas exister, me semble-t-il, sans associer à son développement la ruralité, puisque en réalité, tous les territoires seront amenés à être sollicités, ne serait-ce que pour être des réservoirs peut-être d'énergie. Et ça sera essentiel, je pense, de pouvoir envisager ces choses de manière un peu plus tentaculaire, et peut-être aussi avec une idée de répartir un peu mieux les populations, générer aussi des différents types d'emplois, et la façon dont aussi peut-être les campagnes vont être très utiles pour l'autonomie des villes, ne serait-ce que par les cultures pour l'alimentation, et peut-être aussi des réservoirs d'énergie qui pourront être aussi transmis d'une ville à l'autre ou d'un village à un autre. Alors, les Smart Cities sont vraiment des villes qui sont créées from scratch, c'est-à-dire depuis le début, on les imagine complètement, on en est sur un terrain vierge et on a tout à construire, c'est ça? Alors en 2012, le patron d'IBM à Nice, s'entretenant avec le maire de Nice, avait abordé ce terme de Smart City pour dire que c'était la ville intelligente, connectée, la ville moderne, mais en même temps qui devait répondre à des impératifs. Le premier, c'était un afflux de population vers les villes qui était prévu pour 2050 avec vraiment un afflux très important. Deuxièmement, comment loger toutes ces personnes, parce que c'est quand même une combinatoire et une problématique essentielle. Une fois qu'on les a logés, penser la mobilité, parce que comment optimiser les flux urbains de piétons, de voitures, aujourd'hui de mobilité douce, et demain, donc 2050, les mobilités un peu plus atypiques, on va dire, avec les drones, etc. Et puis le quatrième axe, c'était la santé, le bien-être, comment on va bien vivre dans sa ville. Mais surtout, ce qui traversait la problématique des villes, c'était le risque de catastrophe. Comment optimiser les énergies, comment les bâtiments, les smart grids peuvent se régénérer entre eux, mais éviter le tremblement de terre, le tsunami, les risques, la montée des eaux. Le changement climatique de façon plus large. Tout à fait, tout ce qui rejoint le climatique, mais aussi la cybercriminalité, les problématiques liées à toutes ces thématiques de sécurité, parce que plus nous sommes connectés, plus nous sommes tracés, et plus nous donnons parfois à notre insu un ensemble d'informations qui narrent notre histoire, et c'est peut-être aussi là qu'il faut être vigilant. Alors je profite de cette dimension plutôt technologique pour parler justement avec Kevin Polizzi, qui est avec nous en duplex depuis Marseille. Vous connaissez bien, vous, le sujet des villes intelligentes, en particulier tout ce qui concerne la domotique et aussi les objets connectés, cette maison qui finalement est un peu le prolongement de nous, ou nous qui sommes une partie de la maison. On va peut-être en 2050 ne plus faire vraiment de distinction entre ce qui nous sépare de nos habitations et nous-mêmes, c'est ça? Disons qu'en 2050, si vous le disiez, 9,7 milliards d'habitants, dont probablement 70% vont résider en zone urbaine, c'est entre 6,5 et 7 milliards d'urbains, il va falloir une ville simplifiée. Et pour simplifier cette vie, pour qu'elle soit durable, il va falloir des outils. Et effectivement, comme vous le disiez,
On a aujourd'hui des programmes de Smart City qui vont être totalement démultipliés. Et cette technologie qui nous accompagne au quotidien dans notre poche va être elle aussi déployée à la hauteur du monde, à la hauteur de la ville. Et donc, en 2050, il est clair et efficace que la technologie va nous seconder pour rester dans des villes qui sont des villes à dimension humaine. Alors la technologie sera très présente, c'est peut-être pas forcément très écologique tout ça, peut-être que ça peut attirer l'attention d'Arthur Aubeuf. Arthur Aubeuf, qu'est-ce que vous pensez vous de ces villes intelligentes avec toute cette big data et domotique qui va quand même faire partie de notre quotidien? Je pense que il y a une vraie question de projet de société derrière. Le projet de société du siècle passé, il était très clair quand on disait à un gamin « c'est quoi 2050 ?» Tout le monde nous répondait avec des étoiles dans les yeux que c'était des voitures volantes, des gratte-ciel tellement hauts qu'on verrait plus le sol, l'énergie infinie. Bon, on voit que les limites physiques de ce monde compromettent ce projet de société. Aujourd'hui, quand on dit à un jeune « c'est quoi 2050 ?» la plupart répondent « survivre », ce qui n'est pas vraiment un projet de société qui fait sens. Donc je pense que les smart cities, pour être smart, il va falloir qu'elles soient résolument écologiques et inclusives et qu'elles permettent d'être résilientes. On en parlait un peu, Laurence en parlait un peu. Je pense que c'est absolument nécessaire qu'on reconsidère notre projet de société et qu'on se pose déjà la question du pourquoi est-ce que ces smart cities doivent être smart, parce que sinon on va passer à côté du mot smart. Et en effet, il va falloir que bien sûr on utilise la technologie parce qu'elle est extrêmement nécessaire pour être capable de collaborer à grande échelle, d'être efficient, de faire de l'efficacité énergétique notamment. Mais il va falloir aussi peut-être qu'on redéfinisse ce que c'est que la notion même de smart dans un monde qui fait face à des difficultés qu'il n'a jamais connues avant. Donc je pense qu'il y a certains imaginaires, certains fantasmes qu'il va falloir déconstruire. Nos villes aujourd'hui, par exemple, c'est des passoires thermiques. On perd énormément d'énergie du fait que les bâtiments sont mal isolés. Ça vend peut-être pas un rêve incroyable, mais si on ne résout pas ce problème-là, on va avoir d'énormes difficultés à contenir le dérèglement climatique, puisque c'est une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au fait de chauffer nos bâtiments. Et donc, rénover les bâtiments, ça peut se faire avec certaines nouvelles technologies, mais ça va se faire aussi avec des choses plus traditionnelles. On va peut-être même aller chercher des choses anciennes. Nous, on le voit, on a investi dans des innovations qui peignent les toits en blanc. Oui. Voilà, c'est des nouvelles peintures qui utilisent des coquilles d'huîtres, donc ça renvoie très bien le rayonnement solaire, ce qui évite que le bâtiment chauffe. On arrive à faire baisser de 15 degrés la température à l'intérieur des bâtiments, mais il n'y a rien de nouveau. Les Grecs font ça depuis toujours, tous les pays chauds connaissent ça. Et en fait, peut-être que les smart cities, c'est aussi un mélange entre la high-tech et la low-tech, voire même des choses qui viennent d'avant, qu'on avait oubliées parce qu'on était dans un confort et on avait une abondance d'énergie qu'on n'aura plus demain. C'est bien parce que vous rappelez à tout le monde ce que ça veut dire smart. Et smart, ça veut dire déjà intelligent. Et qui dit intelligent dit prendre en considération l'ensemble de l'histoire de notre humanité et savoir qu'est-ce qui a été fait de plus intelligent peut-être à l'époque gréco-romaine ou peut-être même aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément lié à la pure technologie à 100%. On parlait donc justement des toitures ou des façons de peindre notre habitation en blanc. Ça ressemble plus à de l'architecture maintenant sur la thématique. Vous, justement, vous êtes chef de projet immobilier, et puis vous dessinez, vous concevez les habitations du futur de 2050. Alors, à quoi ça va ressembler? On voit que c'est peut-être des habitations plus arrondies plutôt que carrées. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qu'on n'a pas su voir aujourd'hui, mais qui vont peut-être émerger demain? Oui, effectivement, sur les conceptions de demain, on a des formes qui sont beaucoup plus arrondies. Petit hommage aussi à Zaha Hadid qui a du coup lancé beaucoup ce mouvement-là. Les architectes s'inspirent énormément parce qu'on a cette vision futuriste. On a une projection dans quelque chose qui n'est pas encore là et c'est tout l'intérêt, je pense, de penser ces smart cities autour d'une architecture qui évolue, qui soit plus en douceur. Alors, une petite anecdote, c'est aussi comment on réfléchit le bâtiment pour qu'il puisse être aussi smart dans l'idée. Sur les structures qu'on pense, elles sont assez arrondies parce que notamment un hôtel en esquisse actuellement sur la partie africaine, où on travaille en fait toute la partie circulation du vent et cette architecture assez ronde va permettre à l'air frais en fait de s'engouffrer à l'intérieur pour pallier à ce problème de température qui est du coup tout le temps en augmentation et notamment en Afrique du Sud où il fait vraiment très chaud. Le bâtiment sera vraiment pensé de manière à faire circuler tout un flux d'air frais, vraiment réfléchi pour avoir ce côté smart effectivement et c'est tout l'intérêt des courbes en fait dans l'architecture, au-delà du design qui essentiellement apporte quelque chose de beau au regard, mais pas que en tout cas. Alors, on parle de design, on parle aussi d'Afrique. L'Afrique est quand même un des territoires qu'on regarde en premier sur les smart cities et sur la conception des villes du futur. D'ailleurs, parlant d'Afrique, on va aussi parler un petit peu du Moyen-Orient, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup
de The Line, des projets comme Neom, qui font déjà un petit peu controverse aujourd'hui, parce que est-ce vraiment un projet écologique, un projet éthique au niveau de l'humain? En 2050, les deux projets comme Neom comme Tank, Neom comme The Line seront presque obsolètes, puisque ce sera déjà du passé. Mais aujourd'hui, on mise quand même sur ce type de projet en pensant que c'est ce qui va révolutionner notre civilisation. Kevin, je vous donne la parole. Est-ce que les projets comme Neom, The Line, tout ce qui est en train de se faire au Moyen-Orient, c'est ce qu'on va voir de plus en plus en Afrique, par exemple, où ce sont des territoires vierges, où il y a tout à construire? Est-ce que c'est ça, en fait, la vision? Je pense qu'il faut vraiment pas s'interdire de rêver, et puis finalement ces projets sont une opportunité de construire quelque chose de différent, s'inspirer de la science-fiction, s'inspirer finalement de ce qui a bercé aussi notre enfance. C'est intéressant de le voir réaliser. Alors évidemment, tout ne sera pas parfait. Clos, c'est un petit peu comme ça qu'est présenté The Line, qui affiche une limite. Attention à la division, la recombinaison des écosystèmes. Donc on a tout un tas de choses pour lesquelles il faut qu'on fasse attention, mais pour autant, réconcilier les créations des humains avec la création du monde, y intégrer de la nature, avoir des cascades, avoir des arbres. Encore une fois, il faut vraiment intégrer ce qui est la construction, l'architecture de la ville, mais il faut aussi faire ce qui est l'exécution de la ville. En 2050, The Line aura une petite vingtaine d'années, donc ce sera absolument tout neuf. On y verra probablement de la livraison par drone, que j'espère intégrer en toiture des véhicules directement. L'utilisation de la robotique, qui est vraiment un gros sujet pour tout le monde, qui devrait faciliter la manière dont on recycle, réutilise une grande partie des matières premières. Et puis notre enjeu, c'est aussi tous les transports utilitaires. Aujourd'hui, dans une ville, plus de 50% de la mobilité est consacrée à la livraison de produits et de services. Et puis, il va falloir regarder comment on pilote la hauteur. The Line, c'est prévu pour être 500 sur 200 mètres de large. Donc, on a une emprise au sol qui est quand même très, très limitée par rapport aux villes existantes. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement... On vous entendait très très mal, mais c'est pas grave. On a au moins compris les grands messages qu'effectivement The Line, ça fait partie des projets dont il ne faut pas s'empêcher de rêver, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, on le critique un petit peu quand même, ce projet en termes écologiques. Attention à ne pas casser déjà nos écosystèmes qui existent pour en créer de nouveaux et qui ne soient pas respectueux de l'environnement, mais ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. En tant que philosophe, Laurence, qu'est-ce que vous pensez de ces projets? Est-ce que vous pensez que ça va plutôt servir à l'humanité, ou est-ce qu'on va recréer des modèles capitalistes qui vont encore une fois ne pas respecter l'environnement, l'éthique et l'humain? Je pense que le projet SMART évolue par décennies en réalité. Donc on avait le projet 2012, on a eu le projet 2022 qui nous amène à une problématique complémentaire, celle de l'environnement, qui n'était pas forcément celle qui était privilégiée dans les premières conceptions. 2032, à mon avis, on va intégrer les nouvelles mobilités et donc on va rechanger encore les relations à l'espace. Alors il y a la verticalité des immeubles, bien évidemment. Pour moi, le cercle que vous évoquez, les formes arrondies, ça revient carrément au coléré, c'est-à-dire le premier tracé des villes. Donc il faut regarder dans le rétroviseur, dans ce qui s'est passé dans l'Antiquité pour comprendre la configuration et prendre de ces sagesses les éléments qui peuvent nous aider. Par contre, bien évidemment, là où il va falloir être vigilant, c'est toute cette démesure liée à l'anarchie, on va dire. Si on construit la ville en se disant qu'on en fait un business plan exclusivement et qu'on fait marcher ou parler que le capital, on n'aura pas une réflexion globale et sur la durée. C'est pour ça qu'il faut envisager le problème. Bien sûr, on va construire en marchant parce que des problématiques nouvelles vont s'intégrer dans les problématiques actuelles et on ne les connaît peut-être pas encore aujourd'hui. Mais les problématiques de safe, c'est-à-dire de sécurité, parce que bien évidemment, quand vous mettrez des drones, quand vous placerez des mobilités douces, quand en même temps vous mettrez des véhicules autonomes, si on parvient à développer toutes ces technologies, eh bien on va avoir affaire à une autre accidentologie. Les immeubles, par exemple, innovants, pourraient être des immeubles safe qui contribuent à aider les citoyens en cas justement de problèmes liés à une catastrophe ou un danger particulier. Donc vous voyez, on a des ressources et puis surtout, on a un grand atout aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui permet de créer des jumeaux numériques des villes, qui permet une forte puissance de l'anticipation et qui déjà, avant de construire, nous permet déjà de voir ce qui ne pourrait pas tenir ou qui pourrait être absolument obsolète avant même d'avoir été construit. Et donc réfléchir avant aux conséquences, faire des choix qui sont pour moi des choix de responsabilité pour les générations à venir, parce qu'il faut savoir qu'en 2050, les enfants qui seront dans ces villes, qui auront 5 ans, ne sont pas encore nés, mais nous décidons déjà des plans du futur.
Donc nous avons charge d'âme, si je puis m'exprimer ainsi, et pas seulement parler au nom des humains, mais il faut parler au nom des vivants en général. Du vivant, parce qu'il y a des animaux qui ne sont pas très beaux, les araignées, toutes ces petites bêtes-là qu'on n'aime pas trop, mais malgré tout, elles font partie d'un écosystème. Elles nous permettent aussi d'avoir la vie que nous avons, parce que les insectes sont importants dans la nature. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler ou marcher seul. La ville du futur doit être une ville repensée, safe, et en même temps, où on peut habiter, demeurer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer tout ça en optimisation par des chiffres, que des indicateurs chiffrés de consommation. Il faut aussi que ces villes aient une atmosphère, qu'il y ait une âme, qu'il y ait un espace dans lequel on se sent bien. Sinon, les gens vont fuir ces grandes villes pour aller vers des petites, des petits villages plus typiques. Arthur, si vous deviez aujourd'hui alerter ou conseiller toutes ces personnes qui pensent à créer ces villes du futur, vers quoi vous les orienterez et surtout, où est-ce que vous attirez l'attention ? Moi, je pense, quand j'entends Neom The Line, que ça reste quand même un fantasme qui est déconnecté de la réalité du monde dans lequel on vit et vers lequel on va. Enfin, construire une ville dans un désert, déjà de base, dans un monde qui a plus beaucoup d'eau, où il faut penser plus local, ça fait pas beaucoup de sens. Paris, par exemple, sa résilience alimentaire, c'est-à-dire sa capacité à être autonome en nourriture pour ses habitants, c'est 2,7%. C'est-à-dire que si on n'est plus capable d'importer, c'est intenable. On ne produit pas la nourriture qu'on consomme sur place. En fait, on produit de la nourriture partout dans le monde, on la consomme dans des épicentres qui sont des villes. Demain, on a moins d'énergie, on a moins de capacité à transporter des choses. Il faut qu'on raisonne autrement. On l'a dit, il y a la biodiversité, il y a plein de choses dont on dépend. Donc évidemment, pour moi, la ville du futur, elle doit prendre ça en compte. Et aujourd'hui, les projets qu'on voit arriver ne prennent pas ça en compte. L'artificialisation des sols, en France, c'est monstrueux. Tous les 10 ans, on artificialise, c'est-à-dire qu'on transforme en ville ou en parking la superficie d'un département. Il y a une centaine de départements, on fait ça tous les 10 ans, un département entier artificialisé. Les animaux, ce qui fait qu'il y a des pandémies, c'est parce qu'ils se retrouvent ensemble dans des zones où ils ne devraient pas être, parce qu'on crée des zoonoses, leurs espaces de vie sont de plus en plus petits, et on crée des réactions en chaîne. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on pense autrement et qu'on pense global. Donc en effet, je rejoins Laurence, si on ne prend pas en compte le monde sur lequel on vit, le fait qu'il est fini, le fait qu'on crame 1,7 planètes par an pour faire nos villes demain, on n'aura rien compris. Et les enfants, dans 50 ans, ils auront le droit de nous dire « Mais les gars, mais vous êtes des malades, en fait. » En fait, je pense qu'il faut ajouter la théorie un peu du donut de Redworth, qui dit il y a des planchers sur lesquels on peut s'appuyer, il y a des plafonds qu'on ne doit pas dépasser pour qu'on puisse vivre dans un espace sûr et juste. Donc déjà, il faudrait l'intégrer dans tous les projets. Et en même temps, il y a cette nécessité aussi, comme vous le disiez, de réfléchir pas seulement en local. Il faut réfléchir en global. Mais pour lier les deux, moi en philosophie, j'appelle ça le glocal. Oui. C'est-à-dire toujours interrelié de manière systémique à la totalité. On ne peut pas dire que c'est bon à un endroit si ça détruit par ailleurs. Et on l'a vu, aller faire dans l'exportation, ou en tout cas faire créer des composants à l'étranger où on abîme et puis dire qu'on a une conscience tranquille parce qu'on ne détruit pas ici. Quand on commence à dire qu'on veut ramener une industrialisation, il faut intégrer ces problématiques-là et ce n'est pas si évident. Mais l'avantage du modèle, j'ai envie de dire français, c'est que nous avons des droits de l'homme, nous avons une éthique qui porte des valeurs qu'on ne trouve pas forcément partout. C'est pour ça que ces grands projets gigantesques dans des déserts qui sont peut-être des aberrations avec des climatisations. Ils veulent faire une station de ski quand même. Ils veulent faire une station de ski, etc. Donc cette démesure, etc. C'est vrai qu'à l'échelle de l'Europe ou de la France, qui a des valeurs bien particulières et une doctrine bien particulière, éthique soutenue par des droits, c'est vrai que c'est intéressant d'y repenser et d'être un modèle exemplaire. Merci beaucoup. On va parler dans cette deuxième partie d'émission justement des villes sur l'eau. Restez avec nous, mais avant, il faut savoir qu'il y aura bien évidemment de nouveaux métiers en 2050 et on va découvrir tout de suite un métier en particulier sur les Smart Cities avec Tonton Karim. Je vous dis à tout de suite. Et en 2050, il y aura de nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Tonton Karim, vous allez nous présenter quelques métiers, notamment sur cette première partie d'émission, on a parlé de Smart Cities. Alors, est-ce qu'il y aura un métier qui n'existe pas encore et qui existera en 2050 dans ce secteur d'activité ? Tout à fait. Écoute, je suis allé fouiller dans le dictionnaire des métiers d'Anne-Caroline Pocot. Très bien. Qui est un livre qui présente un peu plein de métiers du futur. Et je t'avoue que j'ai trouvé quelques pépites. Qui dit ville de demain dit forcément mobilité. Et si demain, il n'y avait plus de voitures individuelles. Et du coup, vu qu'on a beaucoup de bouchons, beaucoup de pollution, la mobilité verte, ça devra clairement être une priorité de demain pour les prochaines villes. Du coup, je te propose le métier de trottoirant. Trottoirant. Trottoirant, qu'est-ce que c'est ? Trottoirant, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un compositeur de trottoirs urbains. Il propose en gros des aménagements, il définit les règles d'occupation des objets autorisés, la végétalisation, les limitations de vitesse.
Et du coup, si on n'a plus de voitures dans les prochaines villes, ça veut dire que le trottoir, il prend peut-être tout l'espace, toute la rue. Ouais. Et ça veut dire que le rôle d'un trottoir, ça va être de rendre l'espace plus beau, plus vivable et plus adapté à nos besoins. Est-ce que ça existe déjà ? Mais écoute, il y a déjà des trucs qui ont été déjà mis en place. Je pense à Barcelone, par exemple, où tu as des trottoirs qui sont producteurs d'énergie. Donc en fait, tu as des panneaux solaires qui sont faits en verre ultra résistant et antidérapant et qui sont raccordés au réseau général pour produire de l'énergie. Donc c'est-à-dire que quand on marche sur le trottoir, on crée de l'énergie ? Alors c'est pas nous qui créons vraiment de l'énergie, mais on en fait partie. On fait partie du système de création de l'énergie. Tout à fait. C'est incroyable. Ça va donner envie de marcher le plus souvent dans la rue. Envie de marcher encore plus et du coup de faire de l'énergie verte. Très bien. Une dernière information sur le trottoir. Allez, je t'en donne un autre. Aux États-Unis, par exemple, si tu vas dans certains États, c'est autorisé d'avoir des robots autonomes de livraison. Donc si tu commandes, par exemple, chez Domino's Pizza, tu peux te faire livrer par des robots autonomes. D'accord. Donc c'est l'avenir, mais tu vois, c'est pas si lointain que ça. Merci beaucoup, tonton Karim. À tout à l'heure pour un deuxième métier du futur. Et peut-être qu'en 2050, nous serions peut-être plus que des terriens, mais aussi des mériens. Et oui, des habitants sur la mer, parce que effectivement, tout ce réchauffement climatique, toute cette montée des eaux va nous faire repenser nos habitations et notre territoire, ou plutôt méritoire. On va voir comment est-ce que ces choses vont évoluer, comment ces smart cities finalement, qui en sont également une, vont s'immerger, j'ai envie de dire, depuis nos océans et depuis nos côtes. C'est déjà d'ailleurs le cas à Monaco, dans quelques villes où on pense continuer certaines villes, mais sur la mer, au lieu de les continuer plutôt sur la terre. Je suis toujours avec mes formidables invités. Laurence Vanin, experte des Smart Cities. Qu'est-ce que vous pensez de ces villes sur l'eau ? Alors, elles seront nécessaires parce que, bien évidemment, avec la montée des eaux, vous l'avez dit, il y a pas mal d'îles ou d'îlots qui, dans les océans Pacifiques et ailleurs, vont être amenés à disparaître. Donc, effectivement, il faut envisager de remplacer, de donner à des populations la possibilité de vivre là où elles sont nées, en quelque sorte, parce que sinon, on met en péril aussi la notion de civilisation et on ne peut pas délocaliser tout le monde de manière autoritaire, j'ai envie de dire. Et puis, surtout, on le voit avec l'exemple monégasque, eh bien, il y a de la population, de la surpopulation, et donc il faut étendre pour pouvoir avoir des logements. Monaco s'est engagé à créer une Smart City qui est une avancée vers les mers. Il y a ensuite des Smart Cities qui sont des îlots flottants et qui sont totalement indépendants en énergie, récupération d'eau, panneaux solaires, possibilité d'avoir des cultures qui sont immergées et dont on peut faire des récoltes pour nourrir les habitants. Donc il y a toute une réorganisation sur l'eau. Et il y a les territoires aussi, pour penser vraiment futur, le métaverse qui renvoie aussi à la possibilité de prolonger les territoires dans dans quelque chose de dématérialisé pour les affaires, pour le coworking, pour toutes ces choses-là, les expositions d'art. Comme ça, on récupère de l'habitation pour pouvoir loger les personnes, parce que bien évidemment, la difficulté aussi, c'est de pouvoir donner aux humains un habitat dans lequel ils peuvent se sentir bien. Alors ça peut être d'ailleurs l'occasion d'en parler dans la troisième partie de l'émission. On va repenser nos villes, comme Paris, Berlin, les grandes villes historiques. Pourquoi pas le métavers, si on ne peut pas aller sur l'eau parce que Paris n'a pas d'espace côtier, bien justement pour y envisager le métavers. Mais pour ce qui est des Smart Cities sur l'eau, vous avez parlé d'un écosystème qui est assez autonome, c'est ça, avec une forme de création de nourriture. Tout à fait. Alors déjà, il faut qu'il y aura des îlots qui seront complémentaires les uns des autres. Certains seront plus orientés sur l'habitat, d'autres sur tout ce qui est partie, on va dire, lieu où on trouve des boutiques, de l'alimentation, etc. Et puis toute une partie peut-être citée un peu dortoir, et parce qu'il faudra aussi qu'il y ait des endroits un peu tranquilles, parce qu'il peut y avoir aussi l'îlot boîte de nuit, j'ai envie de dire, et l'îlot de travail. Donc il va y avoir comme ça une sorte de ramification sur l'eau de différentes instances, comme si c'était des vaisseaux qui se complétaient les uns des autres et qu'il y avait une sorte d'interaction entre tous. Et en même temps, il faudra nourrir les gens. Alors on sait très bien qu'on pourra avoir des bateaux qui approvisionnent, etc. Mais malgré tout, il va falloir penser à une autre façon de récupérer de l'eau, l'eau de pluie, mais aussi toute l'évaporation de l'eau pour pouvoir alimenter tout simplement les systèmes pour nourrir les jardins, entre guillemets, et puis en même temps, il va falloir penser à cultiver. Alors, on a déjà fait des expériences avec des espèces de sphères immergées, dans lesquelles on cultive des tomates ou des pieds de fraisier, avec un substrat très riche. La transpiration, j'ai envie de dire, des plantes va donner une transpiration, et la photosynthèse va amener une sorte de vapeur d'eau qui redescend tranquillement. C'est pas la vapeur d'eau, c'est une buée, qui redescend et qui nourrit en eau. Et donc, si c'est immergé suffisamment profondément pour que le soleil alimente, mais que c'est pas trop profond pour pas que ça meure
sous l'eau, eh bien, on arrive à créer comme ça de la culture pour nourrir et envisager de nourrir les populations. Voilà, on verra bientôt quelques images de l'entreprise Oceanix qui nous a gentiment accordé de diffuser les images pour montrer justement à quoi ça va ressembler ces villes du futur. Alors, on en parlait en première partie d'émission. Vous avez d'ailleurs lancé un petit peu l'alerte sur la partie The Lineum qui ne prennent pas en compte vraiment l'écosystème et qui est un peu absurde sur le fait de recréer from scratch des villes, quelles qu'elles soient, sans prendre en compte tout cet aspect logistique aussi et import-export de l'alimentation. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images et ces projets ? Je ne suis pas expert sur la ville sur l'eau. Il faudrait voir le ratio en termes de coût-bénéfice pour l'environnement, justement par rapport à ce que font typiquement Jakarta en Indonésie, qui décalent leur capitale de 1000 km dans les terres à cause de la montée des eaux. Donc ça, c'est réel, c'est aujourd'hui. Jakarta prévoit que dès 2024, leur nouvelle capitale soit habitable parce que en fait, leur ancienne capitale va être détruite. Moi, ce que je vois, et c'est important, je pense, de le rappeler, même si du coup j'ai le rôle vilain petit canard, mais c'est qu'il y a des consommations de matériaux qui sont juste plus soutenables déjà. On le voit à Singapour, on le voit à Dubaï, qui a déjà fait son archipel justement sur l'eau. Il y a beaucoup de villes qui avancent comme ça et qui essayent de prendre du territoire, mais en fait, ils sont obligés d'aller draguer du sable, donc aspirer du sable dans des rivières, ça pourrit les écosystèmes. On a presque plus de sable dans le monde, c'est une des ressources les plus en crise. Et donc là encore, il faut qu'on réfléchisse vraiment de manière très systémique si on veut penser des nouvelles villes. Il ne faut pas que ce soit juste un fantasme en se disant ça a l'air sympa et c'est cool, on va peut-être pouvoir solutionner quelques problèmes. Il va falloir qu'on soit très très bon parce que on a vraiment des ressources qui sont très limitées maintenant et il faut que ces villes elles aient vraiment des réels avantages. Une des choses qui est très problématique avec la montée des eaux et qu'on n'a pas forcément en tête, c'est la salinité des sols. Donc le sol est cultivable à une certaine distance des océans, des côtes, parce que les sols n'ont pas de sel à l'intérieur. Et plus les océans montent, même s'ils montent très peu, plus le sel remonte aussi. Par capillarité, il est aspiré. Et donc on a des terres, des surfaces cultivables énormes qui peuvent perdre leur capacité à être cultivées. Ça, c'est aussi des sujets. Peut-être que si on fait des villes sur l'eau et qu'on a des bandes entières énormes où on ne peut plus cultiver, en fait, on n'a pas vraiment résolu notre problématique d'alimentation. Donc tout ça, c'est des choses que je pose sur la table, mais comme je ne suis pas un expert, je m'en tiens là. On est là pour poser les choses sur la table et pour nous faire réfléchir. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'ignore, cette partie. Il y a une question d'autonomie qui est très intéressante et qu'il va falloir reconsidérer, mais surtout, il y a deux fonctions qu'il faut envisager. La première, vous l'avez dit, la ville sur l'eau. Mais en fin de compte, c'est celle qui va remplacer peut-être un îlot qui a été submergé et qui permet à une civilisation de demeurer là où elle a toujours évolué pour rester dans son contexte et puis dans son histoire, le prolongement de la généalogie de son histoire. Et on ne peut pas dépayser ou en tout cas délocaliser tout le monde de manière autoritaire, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, il y a les smart cities sur l'eau qui sont des prolongements des villes. Et c'est là où il faut faire une distinction entre les deux. Alors, c'est quoi la distinction ? D'un point de vue éthique déjà, si c'est pour permettre à des personnes qui voient leurs îlots se retrouver... îlots terrestres, là, voilà, non, des petites îles qui finalement disparaissent sous les eaux. Comme dans les îles Fidji, par exemple. Voilà, ces personnes, il faut bien leur donner peut-être un habitat. Peut-être que l'habitat flottant, en restant dans leur histoire, leur permettra d'avoir moralement le sentiment d'appartenir encore à un lieu. Et ça, c'est important pour le devoir de mémoire, en sachant, même si c'est englouti ou enseveli, entre guillemets, il y a une histoire, il y a des ancêtres, il y a un passé ici. Et puis, il y a le prolongement de la ville, c'est-à-dire la ville qu'on estime être trop petite et qu'il faut prolonger. Et là, c'est peut-être plus critiquable parce que vous avez pris un exemple tout à fait intéressant quand c'était inondé autrefois et on le voit avec les crues du Nil. Les géographes ont existé, ou les géomètres ont existé, parce qu'ils redistribuaient les terres une fois que les crues avaient emporté les bords du fleuve. Donc, la logique voudrait qu'on recule petit à petit, et non pas forcément qu'on envahisse le milieu marin. Et pourtant, c'est ce qui est prévu. Les écosystèmes. Parce qu'il y a encore une fois, vous avez cité Monaco tout à l'heure, il y a le rocher derrière. Donc, pour pouvoir étendre dans un espace où c'est plus le territoire. À qui appartient le territoire maritime? Est-ce qu'il y a justement une limite territoriale? Il y a le territoire maritime, il y a une partie qui appartient voilà. Il y a des eaux internationales. Voilà, il y a des eaux internationales, il y a des eaux qui rejoignent aussi la responsabilité des politiques des villes qui sont qui ont le rapport au côtier, mais malgré tout l'habitat c'est une nécessité politique de pouvoir rendre aux citoyens la possibilité
possibilité d'avoir Vous parliez de Dubaï tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont construit ces espèces d'îlots en forme de planète d'ailleurs, enfin de mapmonde, de palmiers. Et eux, ils ont utilisé effectivement le sable. Donc en fait, ils ont essayé de continuer un bout de terre avec de la terre. Oui. Là, c'est vrai que pour 2050, les projets, c'est vraiment des îlots avec des matériaux qui ne sont pas liés forcément à de la terre ou à du sable, mais théoriquement éco-responsables. Est-ce que ça serait quand même une petite évolution malgré tout, ou est-ce que pas sûr? Si, ça peut être une évolution. Maintenant, moi, je tire aussi la sonnette de l'inclusion, parce que est-ce que c'est pour faire un truc où il y a seulement les 1% les plus riches qui peuvent se permettre d'habiter? Oui. Est-ce que c'est pour faire quelque chose qui permet... Parce qu'aujourd'hui, nos villes sont très mal foutues. On a des centres névralgiques où il y a toute l'activité commerciale, le travail, et puis après, on a des grandes zones périurbaines qui font du coup se déplacer les gens, qui tapent 1h30 de bouchon tous les jours, qui sont tout seuls dans leur bagnole. C'est pas des quotidiens géniaux. Il y a 9 millions de morts par an à cause de la pollution et des particules fines dans le monde, plusieurs centaines de milliers en Europe. Tout ça, il faut qu'on le repense. On peut plus dire aux gens, vous allez faire 1h30 de bagnole pour aller au travail matin et soir. Et en fait, c'est cette cohérence-là qu'on a besoin de travailler avant de penser peut-être des trucs qui nous font rêver. Maintenant, pour aller dans le sens quand même de ces villes-là, c'est important quand même que le futur ait l'air excitant si on veut embarquer les gens. Si tout a l'air pourri, en fait, on ne mobilisera pas les foules. Donc c'est bien aussi d'avoir des projections un peu qui font rêver, qui sont positives, qui sont sur Terre, plutôt que de dire on va tous se délocaliser sur Mars. Donc il y a des choses intéressantes. Mais il faut reprendre le contexte de manière systémique et inclusive. Le rôle de la Smart City, c'est ça. C'est justement de remédier au trafic routier et à tout ce mouvement de foule, de manière à ce qu'il y ait des mobilités douces, ou en tout cas des transports en commun plus adéquats, pour pouvoir justement réussir la Smart City. Sinon, c'est l'échec de la Smart City. Céline, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en termes d'architecture et en tant que chef de projet immobilier? Vous avez déjà un petit peu secrètement travailler sur des projets de villes sur l'eau. À quoi on pense aujourd'hui quand on prépare ces projets en 2023? Comment on pense ces villes sur l'eau? En 2023, on pense des villes vraiment qui soient pensées avec des matériaux forcément qui sont un peu innovants, forcément, parce qu'on va avoir besoin de données spécifiques pour pouvoir les construire, ces villes. Ça va être une méthode de vie différente aussi, des villes qui doivent être autonomes, qui doivent utiliser aussi la force des fonds marins, des vagues, du courant pour pouvoir être autonomes aussi en énergie. Il y a toute une réflexion sur le comment on fixe ces villes, comment elles fonctionnent en fait, et l'architecture doit être pensée complètement différemment que ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on va vers un modèle qui est pas encore vu. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment être précurseur. Voilà, il faut avoir cette vision futuriste et je dirais même un cran de folie. Un cran de folie. Surtout pour l'aspect, par exemple, les hôpitaux. Ouais. On ne peut pas se permettre de tanguer. En plus de la maladie. On peut pas imaginer quelqu'un en train de se faire opérer et de se dire il y a la houle qui est un petit peu trop haute aujourd'hui. Ouais. Ce sont quand même plein de choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas notre habitat naturel, mais qui sont quand même réfléchis, pensés. Exactement. Par toutes ces personnes. Donc vous confirmez que pour 2050, ça sera quand même pris en compte tout ça. Oui, exactement. Il faudra penser à toutes ces problématiques et utiliser aussi les fonds marins qui seront pour moi la partie cachée de l'iceberg en fait. C'est le cas de le dire. Voilà, exactement. Les fonds marins qui peuvent être donc source pour nous de nouvelle agriculture ou aquaculture, je ne sais pas. Une nouvelle façon de vivre, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut vers quoi on s'oriente en 2050, c'est comment on vit différemment. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle civilisation, parce qu'on parle complètement d'êtres humains qui ne connaissent presque pas ce qu'on est en train de vivre nous aujourd'hui en 2023 et qui vont naître peut-être dans ces îlots sur l'eau et qui vont recréer une civilisation, un écosystème, une économie. On parlait de l'inclusion, très important. Est-ce que, en tant que philosophe et spécialiste aussi de l'éthique sur ces smart cities, est-ce qu'on pense aussi à qui va avoir le droit d'habiter sur ces nouvelles villes? Alors, non seulement on y pense, mais aussi on réfléchit à l'idée qu'on parle de plus en plus finalement de citoyens intelligents. Je mets intelligent entre guillemets parce que ça veut dire intelligré, c'est-à-dire interrelié, que ce soit par les moyens de connexion, tous les objets connectés, les robots humanoïdes qui vont prendre de plus en plus de place, le mobilier techno-urbain avec lequel l'humain est en permanence en relation, donc ça il faut le penser. Et puis il va falloir éviter les travers. Quand vous parlez d'inclusion, eh bien il y a quand même de l'électronisme, il va falloir expliquer aux
aux personnes comment ça fonctionne, comment on protège aussi ses données, sa vie privée, comment on peut utiliser ces moyens pour qu'ils soient utiles à l'humanité et non pas néfastes à cette humanité. Et puis, il ne faudrait pas qu'on voit demain, à la manière d'un Titanic avec des nobles bourgeois sur les cabines, avec vue mer, et puis des pauvres personnes dans les cales. Il ne faudrait pas que dans les rez-de-chaussée ou les plus bas étages, donc enclavés, construits avec des matériaux un peu moins nobles, on est les pauvres, qui habiteraient dans des grandes résidences où des riches habiteraient au 200 ou 300e étage, entre guillemets. Je me projette dans un futur hypothétique, vous l'avez bien compris. Et donc, les pauvres ne rencontreraient jamais les riches, ils passeraient jamais par les mêmes ascenseurs, ils n'auraient pas les mêmes, on va dire, matériaux, ils n'auraient pas le même luxe, la même classe. Et en fin de compte, on ferait des sociétés comme ça, avec carrément des niveaux de reconnaissance des individus par rapport à leurs moyens financiers. C'est une projection, bien sûr, absolument dramatique, celle que je vous fais là, mais il faut la penser pour l'éviter. Il faut la penser pour l'éviter. On est optimiste jusqu'à présent. Exactement. Mais en même temps, pas. on se dit qu'aujourd'hui, la technologie, qui a le pouvoir aussi d'assister les hommes et de les aider si on ne s'aliène pas à la technique, comme disait Heidegger, il nous faut véritablement nous projeter en disant voilà comment cette technologie peut servir à tous. Et on voit à l'hôpital que ça peut servir à tous. On le voit aussi dans la circulation, parce que nous, on prend notre voiture, et parfois on est orienté vers des itinéraires de délestage. Eh bien, heureusement qu'il y a de l'IA derrière qui travaille, la simplification aussi de certaines choses dans notre vie quotidienne. Donc, il faut aussi avoir un regard bienveillant vis-à-vis de nos futures cities, mais en pensant aussi comment les hommes doivent, ou en tout cas ceux qui sont à la manœuvre, dont les politiques qui sont responsables, bien évidemment, et à qui on demande de plus en plus que les hommes soient dans l'acceptabilité et la réplicabilité des systèmes, eh bien, soient conscients, soucieux de l'usager. Parce que nous nous transformons, vous l'avez dit tout à l'heure, nous nous transformons avec ces villes puisque nous adaptons à un nouvel environnement. Et ce n'est pas nous là qui l'avons fait petit à petit. Avant, on construisait une cathédrale, ça mettait 100 ans. Pendant 100 ans, on construisait un écosystème autour. Aujourd'hui, une Smart City, en 2 ans, elle est construite s'il n'y a rien avant. Et donc, les gens découvrent d'un coup une manière de vivre autre. Voilà. Arthur, quelque chose à rajouter par rapport à l'aspect écologique Moi, quand j'écoute tout ça, je me dis quand même que j'ai l'impression qu'on fait des projections un peu de l'ordre du fantasme parce que ça nous fait rêver. Mais encore une fois, quand je reviens à ce que devrait être 2020, dans les projections qu'on en faisait il y a quelques dizaines d'années et ce qu'est 2020, j'ai un peu du mal à croire qu'on ira vers ça. On est 8 milliards d'humains. On sera 9,7 milliards en 2050. Voilà, on sera 9,7 milliards. C'est vrai que c'est complexe. J'entends que ça peut être des solutions, mais j'ai du mal à voir comment ces solutions seront inclusives, généralisées, avec les ressources qui nous restent, c'est-à-dire très peu, en matériaux, avec les disponibilités énergétiques. Et puis, il faut dire aussi que pour le moment, on imagine le futur avec le système économique actuel. Exactement. Donc, on ne sera peut-être pas en 2050 avec un modèle économique capitaliste comme on peut l'avoir aujourd'hui. On ne sait pas. Là, on demandait une projection à 2050, donc il faut essayer d'imaginer comme ça. On est dans la prospective en 2050, donc tout est possible. Pour imaginer une bascule, bien évidemment. On sait aussi, parce que vous avez raison, là on fait une projection, on n'a pas l'assurance que ça va se dérouler de cette manière-là. Pour autant, les politiques des villes aujourd'hui s'orientent vers ça. Et donc, on sait que la technologie qui aujourd'hui cause quelques embarras, eh bien, petit à petit, toute la science, les technologues essayent de réfléchir à comment réutiliser, régénérer, rendre plus durable. Donc, peut-être qu'on est dans un transitoire. Et quand vous regardez, dans les années 50, un Turing et regarde un gros ordinateur qui remplit une pièce entière et puis qui se dit est-ce que ça pense, et qu'aujourd'hui on est tous avec nos petits smartphones, ça s'est bien démocratisé dans la poche, ben on peut dire qu'il y a eu en même pas 70 ans un bond technologique extraordinaire. Et donc dans 30 ans, on peut imaginer qu'il y en aura un le mot de la fin sur cette deuxième partie, sur les villes sur l'eau, en termes d'architecture, vous avez travaillé sur des projets très concrets, oui ou non? Est-ce que ça serait intéressant de vivre sur l'eau en 2050? Ça sera intéressant, mais le problème, ça va être le coût. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une problématique de coût, une problématique de recherche. Ce qui, moi, j'incite en tout cas tous ces penseurs à sortir du cadre pour pouvoir repenser en fait ce que nous, on connaît aujourd'hui. On est avec notre histoire. Donc, je pense qu'il faudra vraiment sortir de la boîte pour avoir cette Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter Tonton Karim qui va nous présenter encore un nouveau métier, cette fois-ci pour les villes sur l'eau.
Voilà, on va peut-être devenir des mériens et non plus des terriens. On va voir si effectivement nos villes vont se construire de plus en plus sur l'eau. Tonton Karim, un métier par rapport aux villes sur l'eau? Bon, écoute, on n'arrête pas de parler de métiers qui ont du sens. Difficile de faire mieux que ce que je vais te proposer. Okay. Je vais te parler du métier d'aubaniste. Ce sont des urbanistes de l'urgence. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Avec la montée des eaux due au réchauffement climatique, aux pluies qui sont extrêmes, les inondations, les urbanistes ils doivent trouver des solutions concrètes et inédites pour adapter nos villes et limiter les dégâts. Donc on parle de profils qui sont très agiles, très créatifs pour imaginer justement les innovations qui vont permettre de faire face aux très nombreuses villes qui risquent de finir sous l'eau. Wow. Ce sont eux qui vont imaginer des quartiers insubmersibles, réfléchir au déplacement des maisons, prévoir des logements pour les réfugiés climatiques et installer des systèmes d'alerte. Donc ça, c'est très important, surtout avec la montée des eaux et toutes les cataclysmes qu'on voit déjà en 2023. Donc on imagine qu'en 2050, ce sera naturel d'avoir un aubaniste, c'est ça? Un aubaniste, un aubaniste, très bien. Un exemple, autre chose à nous dire par rapport à ça? Je peux te donner un ou deux exemples. Rotterdam se situe à 6 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc ils ont déjà mis en place plein de choses, eux, ils sont déjà en avance. Tu peux trouver des toits végétalisés pour retenir l'humidité ou encore des parkings convertibles en cuve d'eau pour récupérer justement l'eau de pluie. Deuxième exemple que je peux te donner qui est assez intéressant, c'est Baka Architects qui a conçu une maison avec des fondations fixes, mais dès qu'il y a une inondation, elle se détache et permet à la structure de flotter. Ah oui, donc, sympa. Tu vois, encore une fois, vu le dérèglement climatique, c'est clairement un métier d'avenir et les aubanistes auront clairement du boulot. Aubanistes ont du boulot et ont vraiment un futur prometteur, malheureusement. J'ai envie de dire, ou heureusement pour eux. Merci beaucoup, tonton Karim. On se donne rendez-vous pour la troisième partie d'émission pour parler des villes anciennes revisitées. Et avec nous pour cette troisième partie d'émission, Olivier Mathieu, directeur général du Fonds d'investissement 2050. Bonjour Olivier. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Objectif 2050. On va parler des villes revisitées, des anciennes villes comme Paris, Berlin, Dakar. On va parler aussi des villes d'Afrique. Comment est-ce qu'en 2050, la population va vivre dans ces nouvelles villes avec le réchauffement climatique qui n'aura cessé d'augmenter? Alors Olivier, vous avez peut-être plein de choses à nous raconter sur cette partie d'émission, notamment sur votre connaissance par rapport aux Smart Cities et aux villes du futur. On vous écoute sur 2050. D'après vous, à quoi vont ressembler ces villes? Je vous ai tous écouté avec. Il y a eu des vrais débats, parce que vous n'avez pas tous la même posture et la position entre le regard philosophique et puis le regard inclusif, environnemental, etc. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas migrer comme l'aurait voulu la science-fiction des années 60, ce qu'on appelle l'âge d'or, soit sur une autre planète. Ça, c'est un des credos importants, qu'on dit « there is no planet B », il n'y a pas de deuxième planète, et ça, c'est un sujet vraiment des activistes écologistes. Là, on est en train de dire qu'il y aura peut-être une deuxième planète qui est en fait la planète sous-marine. C'est le deuxième espace au sens géographique qui a été encore un peu inexploré, inexploité. Mais les coûts associés de migration, et les migrations, ce qu'on appelle les migrations climatiques, qu'elles soient dans l'espace, sur Terre ou dans des champs avoisinants ou voire en Afrique, comme The Line en Arabie Saoudite, c'est quand même extrêmement coûteux. Donc il faut effectivement absolument penser de manière... c'est en train d'être pensé, j'allais dire tout de suite, c'est déjà fait, on a déjà commencé à penser les villes dans lesquelles on est en train de vivre aujourd'hui. Exactement. Donc c'est ça dont vous parlez, c'est-à-dire par exemple Paris, l'Afrique. Et je trouve que l'Afrique est un bon sujet parce qu'on sait qu'en 2050, vous l'avez dit, on sera entre 9 et 10 milliards d'habitants avant que les démographes nous projettent une décroissance peut-être de la population mondiale. Mais entre-temps, si on décroît parce qu'il y a plus de guerres ou plus de maladies, on a parlé des maladies endémiques et qui passent des animaux aux hommes à cause du réchauffement climatique, de nos conditions de vie, des proximités de cohabitation, etc., ça ne fonctionne pas. Donc on sait déjà tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est incroyable. Et pourtant, il y a ce syndrome de la grenouille que j'évoquais tout à l'heure en régie avec tonton Karim. C'est le fait que, vous savez, la grenouille, on dit que quand on la jette dans l'eau bouillante, on lui sauve la vie. Enfin, elle se sauve la vie parce qu'elle va éjecter de la casserole. Oui. Mais si on la laisse, comme c'est le cas pour l'humanité aujourd'hui, dans l'eau qui est en train de monter doucement, on est en train de se laisser mourir parce qu'on n'a pas de raison objective de ressentir le réchauffement climatique et donc de réagir. Donc on est tous en train de se dire qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, avec le Fonds 2050, c'est d'investir dans des boîtes qui sont, comme vous le faites aussi avec Team Force the Planet, c'est d'aller chercher des solutions. Alors tout n'est pas techno-solutionniste, on n'est pas obsédé par le digital, je viens de là, mais il y a aussi de la low-tech, il y a aussi parfois des savoir-faire ancestraux, de l'artisanat. Et donc on se demande, quand on sera 10 milliards d'habitants, comment est-ce qu'on fait pour se loger? Sachant qu'aujourd'hui, on est 54% de la population terrestre sur moins de 5% des territoires. Donc l'ultra-concentration urbaine qu'on est en train de parler ici, c'est juste ça, c'est-à-dire la croissance de la démographie,
dont la croissance de la concentration dans les zones urbaines et la croissance des niveaux de vie dans ces zones urbaines. Et si on additionne mathématiquement toutes ces croissances de ratios, eh bien on est en train de consommer de plus en plus, sur de moins en moins de territoires, de plus en plus nombreux. Donc c'est complètement délirant. Donc ce qu'on essaie de faire, notamment si on prend l'exemple de l'Afrique, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand les savoir-faire et les façons traditionnelles de vivre se retrouvent en fait en urbané, j'allais dire en urbané, ça serait bizarre, en urbané, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des villes alors que c'était des villages. Et la plus grande ville du monde, selon les projections démographiques, ça va être la Corne de Guinée, c'est sur la côte ouest, ça va du Sénégal, en passant par le Ghana, le Togo, etc. Et nous, on travaille avec nous. Ce serait une ville entière. Bah, c'est pas une seule ville, dans le sens où elle traverse des frontières, mais vu de l'espace, bah, c'est comme une seule zone urbaine. Et les frontières sont au milieu de la ville, mais les gens vivent, ils parlent différents langages. Et ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique, c'est une sorte de vision européenne d'avoir créé des frontières, mais on sait bien que ça a donné des massacres, des génocides, etc. Parce que ce n'est pas des gens qui parlent forcément les mêmes langues, qui n'ont pas forcément les mêmes traditions. Dans la ville, ils sont obligés de revivre ensemble. Et donc il y a une réflexion autour de comment est-ce que les traditions solidaires qui existaient dans les villages en Europe et qui existent encore en Afrique peuvent être reconstruites autour d'Urban Lab. On s'appelle d'Urban Lab, on travaille avec un architecte qui est très connu au Togo, qui s'appelle Sename Kofi, et qui repense comment la technologie, les applications mobiles peuvent se distinguer du modèle de la Silicon Valley, qui est de la transaction immédiate, pouvoir avoir un chauffeur tout de suite, pouvoir se faire livrer de l'alimentation tout de suite, et ça, indépendamment des interactions avec le lien social. Et ce qu'il appelle, Sename Kofi, la liane naturelle. C'est-à-dire, la ville, ça nous a isolé de la nature et ça nous isole peu à peu les uns des autres. Parce qu'on est sur notre application mobile, alors qu'avant, on allait chercher quelque chose chez son voisin. Oui. Est-ce que tu as des œufs, du sel? J'ai ma femme qui est enceinte, est-ce que tu veux m'emmener à l'hôpital? J'ai mon gamin qui est malade. On est en train de détruire ce lien aussi. Donc là, l'idée sur 2050, c'est de le reconstruire. Et nous, on se pose la question de comment est-ce qu'on recrée du lien. Par exemple, un exemple très concret, on est un actionnaire important de Vélib à Paris, ou le vélo à Marseille. Je crois que vous connaissez aussi la ville de Marseille, qui est chère à notre cœur. C'est ces flottes de vélos électriques partagés. Typiquement, nous, quand on investit dans les vélos, il ne s'agit pas de vendre le plus de vélos possible, mais au contraire des vélos partagés. Donc sur la chaîne de production d'un vélo, d'où vient l'aluminium, combien de kilomètres il va faire, combien de passagers vont l'utiliser. C'est de la sharing economy, l'économie de partage, financée par la ville, avec un modèle hybride du public, du privé. Mais en même temps, on change l'infrastructure de la ville. À Paris, avec Vélib, on construit de plus en plus. Alors, les gens s'en plaignent, mais en fait, on s'en plaint parce qu'on est dans cette transition désagréable qu'il faut accepter de faire moins de kilomètres en voiture quand on vient de banlieue. Ça vous parle? Ça me parle carrément, je plus sois, pour utiliser du vocabulaire riche et varié. Non mais je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on va sur l'économie de la fonctionnalité beaucoup, et notamment pour les usages comme le transport. Voilà. On ne peut plus avoir tous des voitures qu'on utilise 4% du temps, donc ça veut dire 96% du temps les voitures sont garées. Elles prennent de l'espace dans les villes, qui pourrait être de l'espace végétal, où on pourrait justement se permettre d'avoir des vagues de chaleur. C'est surtout qu'elles ont été produites, alors que si on en produit moins et qu'on les partage plus, le gros du bilan carbone, c'est aussi la production des cas d'aluminium, du caoutchouc, des composants électroniques, etc. On peut en avoir moins, on peut faire beaucoup plus avec moins, mais du coup c'est l'innovation de la technologie. C'est pas déprimant au sens, c'est pas de la décroissance. Non, et puis c'est un bon usage, c'est-à-dire justement pour créer du lien social et plus d'éthique aussi. Laurence, qu'est-ce que vous voulez Je pense que ça va changer aussi le lien, le rapport qu'on entretenait avec la propriété. Parce qu'en fait, à partir du moment où on mutualise les objets, c'est vrai que la propriété, on s'en décharge un peu. De la même manière que dans nos smartphones, on n'est pas en relation, tout n'est pas dans notre serveur, c'est déjà ailleurs. Donc je pense aussi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le problème de comment ces villes, finalement, vont repenser les gouvernances aussi. Parce qu'à partir du moment où la géopolitique change, il va y avoir aussi des plateformes États qui vont être... je l'espère, en dehors des GAFAM, avec un modèle plus vertueux à l'européenne. Mais en attendant, une fois qu'on va être tous connectés, comment on recrée ce lien social entre les individus alors qu'on parle à des objets, qu'on parle à des interfaces, qu'on parle à des robots humanoïdes qui vont être de plus en plus présents. Comment renouer effectivement avec son voisin, comment repenser ces choses-là, et surtout les gouvernances, parce que derrière tout ça, il y a effectivement la gouvernance des algorithmes, ceux qui ont les moyens financiers de créer aussi des modèles qui ne sont pas forcément vertueux. Il faudra éviter ces travers-là, et je rejoins tout à fait ce que vous dites. Je pense que ça serait intéressant. La question de la gouvernance est très importante. C'est qui décide pour nous ce qu'on fait quoi, avoir plus de pistes cyclables, plus de transports communs, le traitement des ordures. Le même modèle économique qu'on connaît actuellement. Sûrement pas du tout. Il y a des projections parfois un peu terrifiantes et qui font penser que les villes seront privatisées. Il y a des livres de pas mal de science-fiction qui disent que les villes vont être récupérées par des GAFAM qui vont opérer le service de sécurité, la police, etc. Et du coup, on aura une valeur économique viable ou pas qui nous permettra de vivre dans ces villes. On le voit déjà avec Elon Musk qui a fait ça. Mais en tout cas, moi je trouve, oui, absolument.
Il y a aussi la question de la proximité. Cette société dans laquelle on a investi, qui opère Vélib et qui opère le vélo à Marseille, il s'appelle 15. Et ce qui est intéressant, c'est cette conception de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être chacun à moins d'un quart d'heure de son transport, etc., de recréer la vie de quartier. Merci Olivier. On en reparlera certainement parce qu'il y a tellement de sujets qui ont été évoqués sur cette émission que ça peut faire encore 10 autres émissions. Merci infiniment à tous d'être venus sur le plateau d'Objectif 2050. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec Tonton Karim pour un dernier métier de 2050. Vous allez voir, il est assez surprenant. Voilà, et pour cette troisième et dernière partie d'émission, on va demander à Tonton Karim s'il existe encore un nouveau métier, peut-être en 2050, qui va nous aider à repenser nos villes du futur. Alors, Tonton Karim, est-ce qu'il y aura un troisième et dernier métier à nous présenter aujourd'hui? Ouais, je t'en ai préparé un très sympa. Bon, tout le monde aime les vacances, hein, tout le monde aime aller l'été à la mer, mais si je te dis d'aller te balader à Paris sous 44 degrés à l'ombre, tout de suite, tu vas moins apprécier. Du coup, je te présente le métier de froigiviliste. Froigiviliste? Oui, tout à fait, froigiviliste. Alors, c'est celui qui propose des solutions pour diminuer la chaleur des villes. Végétalisation, climatisation naturelle, peinture des surfaces extérieures. En gros, il évalue les impacts de la chaleur et il trouve des solutions concrètes pour lutter contre crame. En gros, c'est ça. Waouh. Donc là, tu dois te demander s'il n'y a pas des exemples un peu sympas que je peux te donner. Ah ben, j'attends que ça. Eh bien, écoute, je t'en donne. En vrai, le métier existe déjà. Athènes, c'est la ville la plus chaude d'Europe. Okay, du coup, ils ont ce qu'on appelle une CHO, Chief Heat Officer, comprenez chef de la chaleur. D'accord, chef de la chaleur, Chief Heat Officer, ok. C'est une femme et c'est la première en Europe. Elle s'appelle Eneli Mirvili. Et en fait, comme je te disais, ça existe déjà à Athènes, mais ça existe aussi à Los Angeles, à Miami, à Melbourne et aussi à Freetown. Donc, c'est un métier qui existe déjà, mais qui sera certainement beaucoup plus répandu en 2050. Exactement. C'est bien ça. Et je pense que pour le coup, nos copains froigivilistes, ils vont avoir du boulot. On a besoin de revêtements anti-chaleur. À Athènes, par exemple, ils ont changé le bitume noir en revêtement de couleur claire. Et grâce à ça, ça a permis d'abaisser la température de 4 degrés. Et je t'en donne une deuxième. Je ne sais pas si tu le savais, mais à Paris, par exemple, on a déjà une des choses qu'on a mis en place. Si tu te balades aux Galeries Lafayette, au Forum des Halles ou au Musée du Louvre, par exemple, on utilise des systèmes de canalisation avec l'eau de la Seine pour permettre de baisser la température, mais c'est CleanSpace qui fait ça, et ça permet d'éviter d'utiliser la clim qui, elle, chauffe l'air extérieur et en plus pollue énormément. C'est à se demander pourquoi on n'a pas pensé à faire tout ça avant, hein, surtout à Paris. Merci beaucoup Tonton Karim pour ces 3 beaux métiers. On espère bien que Paris va encore se munir davantage de ses futurs métiers. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce deuxième numéro d'Objectif 2050. On a parlé des smart cities, des villes sur l'eau, on a repensé les villes actuelles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées et que vous souhaiterez nous partager? N'hésitez pas à commenter ou à nous faire vos retours sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Objectif 2050. Le mois prochain, nous allons parler du transport aérien du futur. Comment est-ce que nous allons voyager? Est-ce que les avions vont toujours ressembler à ceux que nous connaissons aujourd'hui? Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de l'aviation du futur. En attendant, rendez-vous tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à midi sur la chaîne Tech & Co. Objectif 2050 vous est présenté par Atoms. Imaginez, transformez et créez le monde du travail de demain.